Pays de montagne, bordé à l'ouest par la Turquie et au sud par l'Iran, l'Arménie revendique une histoire vieille de 3000 ans. Située en Transcaucasie, à un carrefour stratégique entre l'Orient et l'Occident, l'Arménie a suscité bien des haines et des convoitises. De 1915 à 1918, l'Empire ottoman va déporter et massacrer 1,5 million d'Arméniens. En 1920, le traité de Sèvres confirme l'indépendance de l'Arménie. Cette indépendance sera de courte durée. À l'issue d'un autre traité, le pays devient alors une des républiques socialistes soviétiques. Finalement, en 1991, l'Arménie recouvre son indépendance. Sur un territoire à peine plus petit que la Belgique, 3,5 millions d'Arméniens résident dans leur pays. La diaspora est quant à elle estimée à plus de 7 millions d'Arméniens, et le pays peut compter économiquement sur sa diaspora. Malgré bien des difficultés, l'extraordinaire vitalité du peuple est prête à relever les grands défis de ce petit pays au grand cœur. Sur les hauteurs du parc de la Victoire face au mont Ararat, se dresse la statue de Mère Arménie. Personnifiant la volonté éternelle de protéger le peuple, Mère Arménie symbolise à la fois la fierté du peuple arménien et la victoire de 1945. C'est en 1967 que Mère Arménie remplace une statue de Staline et semble depuis veiller sur la ville. Erevan, capitale de l'Arménie, après avoir été celle de l'Arménie soviétique, est construite sur 7 collines et repose sur des fondations vieilles de 2500 ans. Dans les années 20, l'urbaniste en chef Tamanian transforme cette petite capitale de province en ville moderne. Il dessine de larges avenues et dote la ville de nombreuses grandes places. Aujourd'hui, Erevan compte 1,2 million d'habitants, soit un peu plus d'un tiers de la population globale en Arménie. De nombreux projets d'aménagement sont en cours et des quartiers entiers en rénovation. Dans le tumulte des travaux, un petit havre de paix abrite l'atelier de musique et l'âme de Manouk Aroutyunian. Réparateur, inventeur, créateur de son propre instrument, interprète, ambassadeur de son peuple, Manouk joue avec les plus grands musiciens du monde. Diplômé en violoncelle, joueur de 18 instruments. Les Arméniens sont tous des génies, et comme je suis arménien, je suis moi aussi un génie. Je ne sais pas bien si je suis venu au violoncelle par choix ou si c'était mon destin. Quoi qu'il en soit, je me réjouis d'avoir appris cet instrument qui m'a accompagné et guidé dans mon parcours musical. Je comprends aujourd'hui pourquoi on confère à cet instrument sophistiqué un caractère divin. Il m'a permis de ressentir et de comprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est sûrement le violoncelle qui m'a aidé à maîtriser tous les autres instruments avec autant de facilité. On dit ici que les personnes qui côtoient la musique traditionnelle et qui écoutent les conseils des plus âgés prennent le bon chemin. Les personnes qui sont coupées de leurs racines, en étant séparées de leurs grands-parents par exemple, ces personnes perdent le chemin qui conduit vers l'univers. Je pense que transmettre le savoir aide incontestablement à agrandir la famille et à renforcer les liens qui unissent les proches entre eux.
Pour moi, le son du violoncelle a quelque chose d'extraordinaire, car c'est celui qui est le plus proche de la voix de l'homme. Le premier instrument, c'est la voix humaine. Et quand je joue mes œuvres, je les chante en même temps dans ma tête et j'essaye de me représenter avec cette voix humaine le son de mon instrument de musique. Je suis heureux d'être né en Arménie et que Dieu m'ait donné l'instrument de musique manjout. Le travail dit tout sur le reste. Pour Manouk, la pratique du violoncelle s'apparente à gravir le mont Arara, si cher au cœur des Arméniens. Depuis l'indépendance, en 1991, la statue de Lénine ne trône plus sur la place ovale, rebaptisée depuis Place de la République. Malgré des volontés de changement, l'urbanisme d'Erevan reste soviétique. Centre de recherche et musée, le bâtiment du Matenadaran abrite un patrimoine exceptionnel, un trésor national. C'est ici que sont conservés plus de 17 000 manuscrits anciens et environ 300 000 documents d'archives et documents diplomatiques. Désigné comme l'un des pays du monde médiéval les plus riches en manuscrits enluminés, l'Institut des manuscrits anciens s'est doté de moyens efficaces pour protéger et transmettre la mémoire du monde. Gaïa Nesliazian est la conservatrice en chef du laboratoire de conservation et de reliure. Nous n'avons simplement pas le droit de laisser mourir les livres. Ce serait impardonnable. Je peux dire que dans les murs du Matenadaran, il n'y a jamais eu un seul cas comme cela. C'est même inenvisageable. Vous vous trouvez dans l'atelier de restauration du Matenadaran, que l'on peut décrire comme une sorte d'hôpital pour livres. Chaque jour, chaque seconde, nous prenons un soin attentif à remettre en état les livres en notre possession, ainsi que les manuscrits et les documents d'archives. C'est ça la mission de notre atelier. Il est évident que tous ces ouvrages, tous ces documents représentent une immense richesse pour l'Arménie. On y trouve une grande variété de manuscrits, de traités, abordant des domaines aussi divers que la médecine ou l'astrologie. Toutes les sciences y sont représentées. C'est toute la culture de notre peuple qui se trouve dans ces ouvrages et qui a traversé les siècles pour nous parvenir. Il est de notre devoir de conserver ces textes, afin que les générations futures puissent en prendre soin et analyser les connaissances qui n'ont pas encore fait l'objet d'études. À l'est d'Erevan, sur les contreforts de la chaîne volcanique de Kegam, serpente la rivière Azad. Pays de montagne, les trois quarts du pays s'étagent entre 1000 et 2500 mètres. Connues sous le nom de symphonie de pierre, les colonnes de basalte de Garni façonnent les parois des gorges. Ces orgues basaltiques résultent d'un refroidissement rapide de roches volcaniques en fusion au contact de l'eau ou de l'air. La géologie de l'Arménie est marquée par des déformations actives et a toujours été ponctuée par de catastrophiques séismes.
Dominant de 300 mètres la rivière Azad, le temple de Garni, ou temple du soleil, est l'unique témoin architectural de l'époque hellénistique de tout le territoire. Édifié en 77 par le roi Tiridate Ier, le temple est consacré au dieu païen Mitra, dieu du soleil, et suit la conception d'un temple gréco-romain. De forme rectangulaire, posé sur un socle, le temple est entouré de 24 colonnes d'ordre ionique romain. Résidence des rois arméniens, le temple sera détruit par le tremblement de terre de 1679, avant d'être reconstruit dans les années 1970. Les 3000 ans d'histoire arménienne sont attestés par des annales assyriennes, perses ou encore grecques. Au début, les Arméniens adorent de nombreuses divinités, puis apparaissent les premières communautés clandestines chrétiennes. L'Arménie est officiellement la première nation à adopter le christianisme comme religion d'État en 301. Cette adoption va marquer le patrimoine architectural à jamais. À l'entrée de la haute vallée de l'Azat, le monastère de Gegart, classé au patrimoine de l'UNESCO, est un ensemble de chapelles, pour la plupart creusées dans la roche, et fondé au IVe siècle par saint Grégoire, l'illuminateur. Connu au haut Moyen-Âge comme le monastère de la grotte et lieu de pèlerinage très fréquenté, Gegart devait sa célébrité à ses reliques, dont le fer de lance qui perça le flanc du Christ. Les pièces rupestres, articulées autour d'une coupole centrale à stalactites, renferment des tombes princières de la dynastie Procyon. C'est dans l'une d'elles que le Garni Vocal Quintet fait vibrer la sérénité des lieux. Etchemiadzin est la ville sainte arménienne. C'est ici que siège l'église apostolique et autocéphale. Pendant la soviétisation de l'Arménie et sous Staline, le clergé a été systématiquement éliminé. L'effondrement de l'URSS a permis le rétablissement de l'église. Vecteur déterminant de l'identité nationale, plus de 90% de la population ne reconnaissent que la seule autorité de son chef, le patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, Karekin II. Le peuple arménien est un peuple qui aime Dieu. C'est un peuple qui a la foi. C'est au 5e siècle que notre peuple a commencé à lutter pour sa foi. C'est à ce moment-là qu'il a décrété que le christianisme était la couleur de sa peau. Notre peuple a surmonté toutes les difficultés qu'il a rencontrées au cours de l'histoire. Et cela grâce à notre foi inébranlable. Les temples arméniens sont des sanctuaires, des lieux sacrés qui ont plusieurs fonctions. Ils ont été érigés pour communiquer avec Dieu, mais servaient également à accueillir les étrangers. C'est dans ces lieux spirituels que notre peuple a fait grandir sa foi. Ces églises continuent aujourd'hui leur mission. C'est avant tout une mission spirituelle. Les enfants de notre peuple visitent ces sanctuaires en permanence en tant que pèlerins. Et grâce à eux, les prières deviennent éternelles dans ces lieux sacrés. En visitant ces lieux et en regardant ces pierres, les touristes comprennent l'esprit qui a sauvegardé et préservé notre peuple.
C'est l'énergie et l'endurance propre à l'Arménie qui a permis à son peuple de renforcer sa volonté, de surmonter tous les obstacles, toutes les difficultés, et qui lui a permis de se construire en harmonie avec la religion. Sur les hauteurs cuivrées de l'Arakadz, à 1500 mètres d'altitude, la petite localité de Biurakan abrite un observatoire appartenant à l'Académie nationale des sciences d'Arménie. Construit en 1946 par le père de l'astronomie arménienne, Victor Ambartsoumian, avec du matériel récupéré dans les stocks de l'armée rouge, l'observatoire fut longtemps un des plus importants centres astronomiques du RSS. C'est à Biurakan que Victor Ambartsoumian va développer des théories sur la formation, l'évolution et l'activité des étoiles. Dans cet observatoire vont être également découverts de nouveaux types d'associations stellaires, plus de 1000 étoiles éruptives, prodiguant au centre une renommée internationale. Il est désormais doté de 3 télescopes et en cours de modernisation. Aïk Harit-Younian, professeur à l'Académie nationale de sciences, en est le directeur. Toutes les étoiles sont comme des êtres humains, comme des animaux. Elles naissent, elles vivent leur vie et elles meurent. À Biurakan, nous sommes les premiers à avoir prouvé que de nombreuses étoiles sont nées à notre époque. Ici, à Biurakan, nous avons découvert beaucoup de nouvelles galaxies très intéressantes. Et l'étude de ces galaxies se fait désormais aux 4 coins de la planète. En Europe, aux États-Unis, partout. Une des contributions des astronomes arméniens est par exemple la découverte des galaxies de Markarion, qui a été faite ici. Depuis le XIe siècle, Biurakan est le lieu de résidence d'été des chefs de l'église arménienne, les catholicos. L'église et l'astronomie sont donc au cœur de la ville. Ici, les gens qui essaient de comprendre l'âme humaine, de comprendre leur âme, essaient aussi de comprendre l'âme de l'univers. L'univers recèle de nombreux mystères. Le cerveau humain est fait de telle façon qu'il essaie de comprendre tout ce qui l'entoure. Donc je pense que tous les êtres humains veulent savoir ce qu'il se passe dans l'univers. Les astronomes tentent de trouver des réponses à toutes ces questions. Tous les astronomes sont à mon sens des rêveurs. Dans la plaine de Chirac, Goumri est la 2e ville d'Arménie. Difficile d'imaginer que le 7 décembre 1988, un tremblement de terre détruisit 60% de la ville. Goumri a pourtant conservé une bonne partie de son patrimoine architectural du 19e siècle et se relève progressivement de ses ruines. L'architecte Ashot Mirzoyan se souvient. Malgré tout, l'époque soviétique évoque pour moi une certaine nostalgie. Car mon enfance et ma jeunesse se sont déroulées durant cette période. Aujourd'hui encore, lorsqu'il m'arrive de croiser dans ma ville des immeubles datant de cette époque, ou même de voir des symboles, je ne peux m'empêcher de les regarder avec une sorte de bienveillance.
Ce qui est intéressant à propos des constructions anciennes de notre ville, c'est qu'elles ont résisté à 2 grands tremblements de terre. Beaucoup d'immeubles anciens sont restés assez stables, alors que les immeubles modernes, les immeubles de plusieurs étages, n'ont pas pu supporter la violence des tremblements de terre. Les temples du Moyen-Âge étaient remarquablement construits. Eux sont restés debout depuis plusieurs siècles. Le jour du tremblement de terre, je me trouvais à Rukassian. C'est une petite ville qui se trouve à 60 km de Gyumri. Je travaillais là-bas en tant qu'architecte en chef. Lorsqu'on a senti la terre trembler, on a commencé à s'inquiéter sur ce qui pouvait arriver à notre ville. À ce moment-là, Gyumri s'appelait Leninakan. Nous avons alors téléphoné aux gens qui étaient là-bas, mais personne ne répondait. Aucun téléphone n'a décroché. C'est à ce moment-là que nous avons compris que quelque chose s'était produit, quelque chose de vraiment terrible. Jusqu'à maintenant, Gyumri n'a pas encore soigné toutes ses blessures dues au tremblement de terre. Et la ville en porte encore de nombreux stigmates. Nous-mêmes, nous ne nous sommes pas rétablis comme nous l'aurions souhaité. Presque tous les matins, ou du moins très souvent, en me réveillant, je ressens une profonde tristesse, un grand désespoir. Mais pendant la journée, je reprends confiance, car je vois que nous essayons tous de lutter pour améliorer notre quotidien, pour le rendre plus agréable. De nombreuses personnes ont des idées et souhaitent les mettre en œuvre. Et ça, c'est important. Nous faisons tout aujourd'hui pour aller de l'avant. Ainsi, le soir, je peux être plus serein et me persuader que tout ira bien. Et c'est dans cet état d'esprit que vivent, me semble-t-il, tous les habitants de Gyumri. Dans la province du Lori, perché à 1150 mètres d'altitude, le village d'Odzun, doucement bercé par le rythme des saisons, représente bien la vie pastorale arménienne et les relations étroites que ses habitants entretiennent avec la nature. Dans la maison de la culture du village, Tatef Mozignan enseigne une des expressions les plus remarquables de l'identité arménienne, la danse. Si j'étais restée à Erevan après y avoir fait mes études, je n'aurais été d'aucune utilité à mon village. C'est pour cette raison que j'ai décidé de rester ici et de consacrer toutes mes connaissances, tous mes efforts et toute mon énergie à mon village, notamment à travers l'enseignement de la danse traditionnelle. Ce sont la nature, l'homme et notre histoire qui inspirent l'art de la danse arménienne et lui insufflent sa singularité.
Les filles arméniennes dansent d'une façon belle et gracieuse, alors que les hommes arméniens doivent toujours, à travers leur danse, montrer au monde entier qu'ils sont forts, robustes physiquement et doués d'une volonté inébranlable. L'homme et la femme sont complémentaires et représentés de façon harmonieuse. C'est la base principale de notre danse traditionnelle. Mes parents m'ont raconté qu'enfant, j'étais très dynamique et j'avais l'esprit de groupe. À la maternelle, à l'école primaire ou à l'école de musique, j'entraînais toujours mes camarades vers la pratique de la danse. C'est sans doute ce trait de caractère qui m'a amené à l'enseigner aujourd'hui. Dans la vallée du Debet, Vanadzor, chef-lieu de la région du Lori, est la troisième plus grande ville d'Arménie, avec plus de 100 000 habitants. Durant l'époque soviétique, Vanadzor se développe grâce à l'industrie chimique. Le granit et le quartz sont aussi exploités depuis les années 30. Avec l'effondrement de l'URSS, presque toutes les activités s'arrêtent. L'économie arménienne, dépendante de l'Union soviétique pour son commerce, s'érode. Aujourd'hui, les vestiges des usines déchiquettent l'espace et contrastent avec les sublimes sommets des chaînes de Pambak et de Bazoum. Autrefois, important centre de thermalisme, Vanadzor tourne au ralenti et se remet péniblement du tremblement de terre de 1988. Dans les faubourgs de Vanadzor, un atelier perpétue une tradition interdite durant la période soviétique, celle de la sculpture des pierres-croix, Khachkar, un autre symbole fort de l'identité arménienne. Sergueï Danielian, après une école de peinture, a vécu de petits boulots avant de bénéficier du départ des soviétiques. Les Khachkars viennent des temps anciens. C'est une des branches de l'art arménien que nul autre peuple ne possède. Il n'y a que nous qui maîtrisons cet art. On dressait les Khachkars lorsqu'on construisait des églises, lorsqu'on mariait un roi ou lorsqu'on gagnait une bataille. On les trouve même dans les cimetières. Bien sûr, il y a de nombreux peuples chrétiens, mais cette croix est unique en son genre. C'est la croix fleurie. Il n'y a que les Arméniens qui ont ce type de croix. On n'a pas le droit de reproduire le Khachkar. Ça ne se fait pas. J'ai fait plus de 500 Khachkars et je n'en ai pas reproduit un seul. Et même si le bon Dieu me donne une vie pour en faire 1000, je suis persuadé que je n'en ferai jamais deux identiques. Aujourd'hui, les Khachkars ont une grande résonance. Mais d'après ce que je sais, depuis 1965 jusqu'à nos jours, il n'y avait que 2 personnes qui savaient en fabriquer en Arménie. En ce qui me concerne, j'ai commencé en 1972. Et de toute la région, j'étais la seule personne à pratiquer cet art. C'est d'ailleurs moi qui ai fondé l'école qui lui est dédiée. Et c'est aujourd'hui une renaissance pour le Khachkar. Car durant 300 ans, nous n'en avons produit aucun en Arménie. Et personne n'en connaît la raison. Aujourd'hui, l'art de sculpter le Khachkar entame une seconde vie. Il existe désormais beaucoup de sculpteurs de Khachkar, des bons comme des mauvais. Mais il y a certainement plus de sculpteurs compétents en Arménie que partout ailleurs dans le monde. L'art et la nature se rejoignent dans l'esprit arménien et forment un lien invisible entre la terre et le ciel. L'arbre jouit ici d'un profond respect. Confronté au début des années 90 et des pénuries d'énergie, le peuple arménien se voit contraint de couper massivement des forêts entières pour subvenir à son besoin de chauffage. Très soucieux de leur environnement, les Arméniens protègent et reboisent.
Par ailleurs, la fondation américaine Armenian Tree Project développe un travail colossal et encadre des équipes dotées de pépinières. Les rêves d'Émilie Kaldjian, combinés à sa passion de l'écologie, sont presque devenus réalité. Je suis née aux États-Unis. J'ai un grand-parent arménien. Quand je suis venue en Arménie la première fois, c'était vraiment un rêve réalisé. Je ne savais pas que j'avais ce rêve. Ce quart arménien est devenu beaucoup plus fort que les autres 3 quarts. Et c'était vraiment quelque chose de spécial, de pouvoir venir en Arménie, rencontrer des autres Arméniens et de savoir qu'on a des mêmes racines, le même sang. Maintenant, c'est le temps pour commencer à replanter l'Arménie. Planter des arbres pour l'avenir, c'est notre boulot. Depuis ces 20 ans, on a planté 4,5 millions d'arbres en Arménie. On choisit en général des villages qui ont vraiment besoin. On regarde bien sûr s'il y a de l'eau là-bas, si la terre est bien pour planter. Mais aussi, on parle avec des gens. On doit savoir si les gens veulent vraiment avoir des arbres. Pour nous, l'objet aussi, c'est d'éduquer les gens, surtout les jeunes arméniens, à l'environnement. On compte beaucoup sur les enfants de changer les esprits de leurs parents. Parce que leurs parents étaient nés dans l'époque soviétique, où il n'y avait pas d'éducation environnementale, il n'y avait rien en fait qui concernait l'environnement. C'est trop tôt pour dire les résultats biologiques dans les forêts, mais on peut voir clairement que l'Arménie a déjà changé. Après 20 ans, on a vu qu'on a bien travaillé en Arménie. Et ça nous donne d'espoir pour les prochains 20 ans. Moi, au début, quand je suis venue en Arménie, je savais dire « Bonjour, je suis arménienne » et la couleur violet. C'était tout. Mais j'ai vite appris l'arménien et je suis la seule dans ma famille qui peut parler arménien avec mon grand-père. Ça lui fait fier. Moi aussi, je suis fière de moi-même parce que c'est quelque chose vraiment, vraiment important pour moi, pour pouvoir découvrir mes racines en Arménie. En bordure du lac Sevan, le village de Noradouz, et plus précisément son cimetière, renferme la collection de Khachkar la plus importante du pays. Divisée en 2 zones, la partie ancienne du cimetière abrite des pierres-croix datant du 9e jusqu'au 15e siècle. Une légende locale raconte que les habitants auraient habillé les pierres-croix pour donner l'impression d'une importante armée et ainsi tenter de faire reculer les divisions de Tamerlan qui marchaient pour s'emparer de la région. Le stratagème, toujours selon la légende, aurait parfaitement fonctionné. À 2000 mètres d'altitude, le lac Sevan est l'un des plus hauts lacs de montagne du monde. Avec ses 1500 km², il représente 5% du territoire. Immense réserve d'eau douce du pays, le lac a fait l'objet de nombreux projets d'aménagement, notamment à l'époque soviétique, pour irriguer les terres autour d'Erevan et fournir de l'électricité. Le pompage de ces eaux a provoqué une baisse de son niveau de 19 mètres. Aujourd'hui, grâce à une certaine normalisation de la situation énergétique, le processus paraît enrayé et le niveau est remonté. En quittant le lac vers le sud du pays, la route franchit la magistrale chaîne de Vardenis par le col de Selim. Les caravanes de la route de la soie empruntaient déjà cet itinéraire au Moyen-Âge. À l'époque médiévale,
le col de Selim est un des grands axes du commerce nord-sud, reliant le monde arabo-persan au pays du Caucase. Porte de la région du Vayot Dzor, Areni est une localité viticole. Les découvertes archéologiques situent en Arménie la patrie du raisin, lieu d'origine de la vigne cultivée. Jusqu'alors, les datations faisaient état de 8000 ans avant Jésus-Christ. Dans cette zone encaissée, où les cavernes pullulent, une récente mission archéologique est venue repousser la date d'apparition de la vigne et du vin. En 2007, une équipe fouille une caverne composée de 3 chambres et met à jour un crâne et des vases emplis de pépins de raisin. Les datations tombent 8000 ans avant Jésus-Christ. Dans mes rêves, il y a toujours une caverne dans laquelle on fait des découvertes archéologiques très intéressantes. L'histoire ne s'arrête pas au vin, elle n'est qu'un commencement. L'archéologue Dina Zardarian faisait partie de la mission. C'était mon rêve de trouver quelque chose de bien préservé que les gens utilisaient à cette époque. Et je l'ai fait. Généralement, lorsque nous procédons à l'excavation de sites archéologiques, la matière organique n'est pas préservée. Ici, grâce au microclimat de la caverne et à l'épaisse couche de boue qui la recouvre, nous avons fait des découvertes extraordinaires. Je suis très chanceuse d'avoir travaillé ici ce jour-là et d'avoir nettoyé ce sol. C'est une chaussure en cuir qui a été trouvée en 2008. Elle reposait au fond de ce puits qui était fermé par un couvercle. Nous savons donc maintenant quel type de chaussures portaient les personnes qui vivaient à la période chalcolithique. La découverte de ce site n'est pas seulement importante pour l'Arménie. Elle l'est aussi pour la compréhension de l'ère chalcolithique à travers le monde. Si nous comparons les résultats des études qui ont été menées sur cette période en Mésopotamie, ils n'ont pas eu les mêmes découvertes que nous. Ils n'ont pas trouvé de vêtements, ni de chaussures, ni d'objets en bois. Nous avons tout cela. Ceci est une des découvertes les plus importantes effectuées dans la cave. Il s'agit d'un pressoir à vin et il a été trouvé au cours de l'été 2007. Encore aujourd'hui, il est possible de trouver des systèmes similaires dans les villages arméniens. Chacune de ces structures en argile contenait le crâne d'une jeune fille. Ces filles, âgées de 7 à 15 ans, étaient tuées de manière volontaire. Il s'agissait d'un sacrifice. Les os étaient bouillis avant d'être placés dans ces structures. C'était un rituel en étroite relation avec le pressoir. En finir ici avec les excavations nous prendra, j'en suis sûre, plus de 100 ans. Je veux trouver un objet avec la première inscription jamais apparue. Je veux trouver une inscription qui s'avérera être par la suite des hiéroglyphes sumériens ou des lettres primitives. C'est ce que je veux trouver, c'est mon rêve. À quelques kilomètres de la grotte d'Areni, dans un long défilé de parois rocheuses, trône le monastère de Noravank d'Amagou, littéralement le nouveau monastère. Construit au 9e et 10e siècle,
le complexe est agrandi et refondé au XIIe et XIVe siècle pour devenir le mausolée des princes orbélians, seigneurs de la région. La présence religieuse se maintient jusqu'au XIXe siècle, période où un séisme frappe le monastère, suivi d'un autre en 1931. Restauré puis réouvert au public, Noravank est aujourd'hui un des 5 sites majeurs du tourisme en Arménie. Karahounj est un ensemble de centaines de pierres de basalte dressées à la verticale, dont certaines sont perforées à leur extrémité. Le site est communément appelé le Stonehenge arménien. Peu étudié, le site n'a pas encore livré tous ses mystères. Il est admis cependant qu'il s'agit d'un observatoire consacré au mouvement des astres et à la mesure du temps. Les trous sur les pierres semblent orientés de façon très précise vers des points de l'horizon. Il est possible d'observer les phases de la Lune et le lever du Soleil au solstice. Lieu de culte du Soleil, Karahounj daterait de 6 à 8 000 ans. Les monastères furent pendant des siècles des centres culturels, mais les vicissitudes des intempéries ou de la géopolitique les ont fait décliner. À ce jour, ils constituent les principaux points de mire touristiques. Le monastère de Tatef, qui porte des ailes, a fait l'objet de toutes les attentions de la part des autorités. Un objectif clair, faire revivre la vie monastique et développer les villages alentours. Haïk Melkonian est en charge du développement du tourisme de ce complexe monastique perché à 1500 mètres d'altitude. Outre la noblesse du projet, il fallait avant tout réaliser un exploit technologique. Ce téléphérique est inscrit dans le livre Guinness Book des records, en tant que téléphérique le plus long à va-et-vient qui n'a pas d'arrêt intermédiaire. Il fonctionne sans arrêt, et cela est un record pour 3 raisons. Premièrement, il a été construit sur une très courte période, seulement 10 mois. D'autre part, il survole un canyon large de 2,7 km, sans aucun support intermédiaire. Et enfin, c'est le plus long funiculaire qui n'a pas d'arrêt intermédiaire. Ce téléphérique n'est pas un problème pour le monastère, bien au contraire. Car non seulement le monastère va être rénové, mais par la suite, les moines reviendront y vivre, et la vie spirituelle sera de nouveau rétablie. Des horaires spécifiques seront aussi dédiés à la visite des touristes. Ainsi, ils pourront non seulement parcourir le monastère, mais ils pourront également assister à la vie monacale de ce lieu sacré. Naturellement, cela a fait revivre les villages alentours. Et la région est devenue beaucoup plus dynamique après la construction du téléphérique, avec notamment la création de nombreux emplois. Le téléphérique est une manne incroyable pour les habitants des villages avoisinants. Certains y travaillent alors que d'autres l'utilisent pour se rendre au travail. Beaucoup de possibilités ont été données à ces personnes, telles que fréquenter les touristes et leur vendre des produits locaux. C'est inédit ici, car auparavant, personne ne fréquentait cet endroit. Et de ce fait, aucun commerce touristique n'existait. Bien sûr, Tatev est un modèle pour les autres régions du pays. Ces régions peuvent ainsi s'inspirer de notre expérience et pourront même éviter de reproduire les erreurs que nous avons pu faire. En ce qui nous concerne, nous avons réussi à surmonter les obstacles et le plus dur est maintenant derrière nous. Haïk a choisi la photographie pour exprimer son amour du pays et de ses habitants. Je photographie principalement les anciens, ceux qui s'en vont, qui meurent, la génération qui s'éteint. À travers ces clichés, je veux rendre compte de leur expérience amère, celle qu'ils ont cumulée tout au long de leur vie, à travers leurs rides et la dure expression de leur visage. Ce sont des témoignages de notre passé, car ces personnes vont nous quitter pour toujours, et leur disparition sera une perte immense pour nous tous.
Les sillons creusés par la nature sont les rites de la terre. Ils sont présents dans les nombreuses vallées et montagnes qui jalonnent le pays. On retrouve ces rides sur les visages des hommes, elles aussi provoquées par le climat très changeant, pouvant passer du soleil à de très fortes pluies. C'est le pays tout entier qui se reflète sur les visages de ces hommes. S'il est un domaine cher aux Arméniens, c'est bien celui de l'apiculture. Presque chaque famille possède des ruches pour sa consommation personnelle ou pour en tirer un revenu complémentaire. Sur la base de l'ishk, spécialement créé pour protéger une espèce arménienne en voie d'extinction, les ruches sont peintes pour que chaque abeille puisse reconnaître sa colonie. Ces derniers temps, d'importants investissements ont été effectués pour protéger le patrimoine génétique des abeilles. Ashot Pogosian a mené toute sa carrière dans l'apiculture. Il a reçu la médaille d'or de l'agriculture pour sa production de reine-mère. Enfant, je passais déjà beaucoup de temps en compagnie des abeilles. On nous avait offert des ruches et très vite, j'ai commencé à m'intéresser à l'apiculture. Petit à petit, c'est devenu une évidence pour moi d'étudier et de travailler dans ce domaine. J'ai donc passé toute ma vie auprès des abeilles. En 1973, ils ont découvert une nouvelle espèce d'abeille, au génome unique, qui n'existait qu'en Arménie, à Sounik exactement. Il s'agit de l'abeille jaune arménienne. À cette période, un centre de recherche expérimental a été créé dans la région d'Agarak-Karchevan, qui se situe à 2 km d'Agarak. À travers des travaux de recherche et de sélection très minutieux, ils ont réussi à faire revivre l'abeille jaune arménienne. C'est une espèce unique en son genre pour plusieurs raisons. Déjà parce que sa fertilité est très élevée. Elle possède également des antennes plus longues que les autres espèces arméniennes. Tout le monde s'accorde à dire que les abeilles sont très sensibles aux phénomènes extérieurs, notamment aux conditions environnementales. L'industrie minière ou le traitement des arbres par les produits chimiques sont souvent déterminants dans le développement des abeilles et peuvent parfois entraîner d'importantes pertes. Si les abeilles étaient amenées à disparaître, cela serait évidemment un désastre pour les apiculteurs. Bien pire que cela, c'est l'écosystème tout entier qui serait touché. Car les abeilles participent activement à la pollinisation des arbres fruitiers. C'est pour cela que nous mettons en place des mesures appropriées pour éviter cette disparition. Car l'apiculture est l'une des branches les plus importantes de notre agriculture. Dans chaque famille, il est plaisant d'avoir du miel. Je ne vois d'ailleurs rien de meilleur que le miel, qui est considéré comme un aliment d'excellence en Arménie. On le place au-dessus de tous les autres. Je parle bien entendu d'un bon miel, un miel propre et qui est utile et qui peut être consommé autant par les personnes âgées que par les enfants. Vous l'avez bien compris, le miel a une très grande importance en Arménie. Les montagnes ciselées et les vastes forêts du superbe parc naturel de Chicaro
laisse place à un paysage très différent à mesure que les confins iraniens approchent. Maigri est une ville frontière avec l'Iran. Maigri se réveille de la torpeur dans laquelle les soviétiques l'avaient plongé et se prend à songer à des jours meilleurs qu'il la verrait renouer avec son passé caravanier et sa vocation de pont entre l'Orient et l'Occident. Selon la légende biblique, c'est sur le mont Ararat que s'échoua l'arche de Noé. Le cercle de vie pouvait dès lors reprendre son cours. De son histoire et de ses racines, l'Arménie tire sa force vers les chemins de la Renaissance.